Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes mercredi 5 mars 2025. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Aujourd'hui, le 5 mars 2025, la radio publique africaine vient de totaliser 24 ans au service de la population burundaise. Malgré les difficultés rencontrées au cours de ces missions en tant qu'une voix des sans-voix, les Burundais en général saluent le travail de la RPA. Vous allez le suivre au début de ce journal. 10 milliards de francs burundais est le montant qui aurait été subtilisé par la NAGESA sur le budget lui alloué par le gouvernement. Mais la commission permanente en charge des questions de l'agriculture au sein du Parlement burundais rapporte toujours que l'État doit plus de 9 milliards d'impayés aux fournisseurs de la NAGESA. Des champs et maisons de différentes collines de la commune Nega en province Kirundo ont été détruites par des intempéries qui se sont abattues sur cette commune dimanche dernier. Les victimes de ces intempéries appellent le gouvernement à l'aide. Et la dernière partie de ce journal sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société qui va revenir à la mesure de la stabilisation permanente qui jusqu'aujourd'hui n'a apporté aucun changement. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par la page média. Le 5 mars 2025, 24e anniversaire de la radio publique africaine. Les Burundais saluent le travail de la radio. Malgré les 10 ans qu'elle vient de passer en exil, la RPA continue de leur fournir des informations qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Parmi les demandes des auditeurs figure celle de trouver d'autres canaux de diffusion accessibles à tous les Burundais comme c'était avant. Suivez ces quelques Burundais qui se sont entretenus avec la rédaction de la RPA. Tenons d'abord à remercier et féliciter la radio publique africaine pour cet anniversaire. Votre contribution est prise énorme parce qu'elle essaie de donner ou bien de parler ce que les autres journalistes ou bien les autres radios qui œuvrent sur le territoire du Burundi ne peut pas faire. Donc, il essaie de toucher tous les domaines, que ce soit le domaine social, que ce soit le domaine économique, que ce soit le domaine politique. Donc, il essaie de donner des informations claires et donc qui est impartial, le souhait d'aller de l'avant. Nous apprécions énormément pour la réalisation de la RPA pendant les 24 d'existence. Leur contribution apporte une grande opportunité pour les Burundais afin d'être informés sur ce qui est en train de se passer dans le pays, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, dans tous les domaines. Nous apprécions le travail de la RPA qui est un travail louable. Même les 10 ans qui venaient de passer à l'étranger, la RPA a beaucoup doublé les efforts pour que les Burundais puissent être à jour pour l'information, les réalisations qui est en train de se faire dans le pays, dans le monde entier. Nous en aimons, nous apprécions le travail de la RPA en général. Allez toujours vers l'avant. C'est une radio qui nous a donné des informations d'ici et là que les radios locales ne parvenaient pas à nous dire parce que ces radios travaillaient au soleil du gouvernement et la RPA, à qui nous disons beaucoup merci, a essayé de fouiller partout, de nous donner une information claire et concise qui nous a permis de connaître la réalité qui se fait ici et là, alors que les autres radios cherchaient de cacher, même les autorités cherchaient de cacher. Alors nous disons merci beaucoup à la RPA. Néanmoins, nous voudrions aussi demander aux autorités de la radio de voir comment élargir, surtout de créer peut-être une ligne shortwave pour que nous puissions capter la radio du jour le jour
Parce que la manière dont nous recevons actuellement ces informations n'est pas du tout favorable pour tout le monde. Ceux qui ont des moyens, ceux qui ont des téléphones mobiles, ceux qui ont des téléphones Android peuvent capter, peuvent recevoir les informations. Alors, il est souhaitable que l'année prochaine, quand vous fêterez les 25 ans de l'existence de la radio, il serait mieux de nous donner une ligne, soit sur FM ou bien shortwave, qui nous permettra de suivre toutes les émissions. Ce serait une bonne action pour nous, les utilisateurs, pour nous, les consommateurs de votre information. Après 24 ans de son existence, malgré les moments difficiles qu'a traversé la radio publique africaine, ces journalistes n'ont rien lâché. Aujourd'hui, même en exil, certains anciens journalistes qui ont commencé avec la RPA gardent leur courage à leur mission d'être l'écho de la société. Le point avec Walter Kwizera. Depuis sa création, il y a 24 ans, la radio publique africaine, RPA, s'est engagée à être la voix des sans-voix. Ces journalistes ont traversé des différentes périodes, marquées par des hauts et des bas. Balthazar Miburo, l'un des anciens journalistes aujourd'hui en exil, est parmi les premières à avoir rejoint son média, revient sur cette époque où il exerçait encore au Burundi. Moi, j'ai commencé mon travail à la RPA en 2002. J'étais journaliste et reporter, principalement dans les provinces de Changuzo, Ruyigi et Rutana. À cette époque, même les médias privés n'étaient pas nombreux. La population était très fière de nous et nous aimait parce que nous étions justes et véridiques, diffusant des informations crédibles sans soutenir qui que ce soit. De plus, il n'y avait pas encore de téléphone mobile, mais les gens faisaient des efforts pour nous trouver et nous transmettre des informations. À ce moment-là, le CNDD-FDD et le FNL étaient encore au maquis, mais nous nous rendions dans leur zone pour leur donner la parole. Parfois, la population nous offrait des régimes de bananes et d'autres biens pour nous remercier. Nous plaidions aussi pour ceux qui n'avaient pas les moyens de payer leurs frais d'hôpital et tout le monde nous en était reconnaissant. Après plusieurs réalisations remarquables de la RPA, Balthazar Miburo explique que la situation a basculé avec l'accession du parti CNDD-FDD au pouvoir. Mais par la suite, lorsque le parti CNDD-FDD a accédé au pouvoir, ils nous ont d'abord bien accueillis car nous leur avions donné la parole lorsqu'ils étaient au maquis. Malheureusement, la situation est devenue compliquée en 2010 car nous dénoncions ce qui n'allait pas dans le pays, notamment les bavures du CNDD-FDD. Durant cette période, ils ont commencé à nous intimider et à emprisonner certains d'entre nous. Moi-même, j'ai été frappé et emprisonné par le CNDD-FDD, mais par chance, j'ai été libéré ensuite. Ils m'accusaient d'être membre de l'opposition. Par la suite, le parti CNDD-FDD a intensifié la persécution à notre égard au point où nous avions peur de chercher des informations. Mais comme c'était notre mission d'être la voix des sans-voix, nous continuons à le faire malgré cette situation. Ensuite, ils ont procédé à la fermeture de la radio à plusieurs reprises jusqu'à la brûler en 2015. C'est ainsi que la plupart des journalistes ont fui le Burundi. Pour ma part, cela m'a pris du temps car il n'y avait pas de moyen de fuir étant donné que ma photo était partout. Ce n'est que plus tard que j'ai trouvé une petite occasion de fuir. Mais vous comprenez que nous étions victimes de la vérité que nous diffusions. Malheureusement, le CNDD-FDD ne voulait pas entendre cela. Comme le dit l'adage, les grandes réussites ne sont pas le fruit de la force, mais de la persévérance. Même en exil, les journalistes de la RPA n'ont jamais renoncé à leur mission, malgré les nombreux défis qu'ils ont dû affronter, fait savoir Balthazar Miburo. Arrivé en exil, nous avons continué à servir la nation en étant la voix des sans-voix. Mais en 2015, il était difficile d'obtenir des informations de la part de la population car celle-ci avait peur d'être tuée par le parti CNDD-FDD. Néanmoins, certains ont accepté de nous fournir des informations. Ils ont continué jusqu'aujourd'hui. Cependant, par la suite, la plupart de nos sources ont cessé de collaborer car certains ont été emprisonnés sous l'accusation de nous fournir des informations. Nous avions essayé
essayé de leur faire comprendre que c'était pour le bien de la nation. Jusqu'à présent, il y a encore ceux qui nous donnent des informations, malgré le fait que nous soyons qualifiés d'ennemis du pays. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui continuent à nous aider à obtenir des informations. Je demande à la population burundaise de garder courage et de continuer, même si ce n'est pas facile. Je garde espoir que nous allons gagner cette lutte et sortir de cette crise. Ce n'est pas facile pour nous en tant que journalistes. Obtenir de l'information est un sérieux problème et vivre en exil est très difficile, mais nous persévérons. Lorsque les autorités burundaises réagissent au sujet que nous traitons, cela me fait du bien et me donne le sentiment que nous ne travaillons pas en vain. De plus, cela me montre qu'elles écoutent ce que nous diffusons et que cela a de l'importance pour la population. Aujourd'hui, en ce 5 mars 2025, la radio publique africaine célèbre ses 24 ans d'existence au service de la nation. Malgré les nombreux obstacles rencontrés, ces journalistes sont restés fidèles à leur mission, être la voix des sans-voix. Au cours de l'exercice de ses fonctions, la RPA a travaillé dans la résilience en essayant d'atteindre toutes les couches de la population. Propos de Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi, qui a même réalisé une thèse sur l'existence et le travail de la RPA. Bamvuginyumvira indique que la RPA a su faire face à des autorités qui voulaient orienter certains principes à leur guise. Suivez Frédéric Bamvuginyumvira. Ce que je peux dire ici, c'est que pour moi, la RPA est à l'école de la résilience pendant 24 ans. La RPA qui a travaillé, qui a vécu depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, ça fait exactement 24 ans. 14 ans au Burundi et 10 ans en exil. Et la RPA a fait preuve d'une expérience hors pair. La RPA avait pour but de porter la voix des sans-voix et aider ainsi le peuple burundais à renouer avec les pratiques démocratiques dans le cadre de la mise en application de l'accord d'Arusha. Et pendant cette période, la RPA avait affaire à des autorités qui voulaient orienter les principes démocratiques, les principes de la liberté d'expression, les principes de la bonne gouvernance à leur guise. Et cet espace de liberté d'expression, visiblement, qui avait atteint un niveau de parlement du peuple via les débats qui s'organisaient au siège de la RPA comme Utereriki, à visage découvert, Abadou Serukira, Ijambo Nirwahawe, sans oublier justement l'implication de la femme et de la jeunesse pour que justement cet objectif puisse être atteint et atteindre toutes les couches de la population. Malgré le calvaire qu'a connu la RPA depuis 2015, cet ancien vice-président de la République reste optimiste que cette station pourra retrouver sa place dans la société burundaise et continuer à œuvrer comme la voix des sans-voix. Encore une fois, Frédéric Bamvuginyumvira. Évidemment, cette montée de la RPA a agacé les autorités. À telle enseigne que, en 2015, avec l'histoire du troisième mandat forcé par l'ancien président Feu Nkurunziza Pierre, mandat qui a provoqué des problèmes dans le pays, l'autorité qui ne tolérait pas que la RPA puisse dénoncer ce qui se faisait à travers le pays, l'autorité a décidé de la vandaliser et de l'incendier. L'autorité du ministre de l'Intérieur d'alors qui était le premier à venir pour encourager que cette station radio soit vandalisée, soit incendiée. Les troubles politiques ont mis donc sur le chemin de l'exil un demi-million de Burundais, y compris les journalistes de la RPA qui partent sans façon. Et malgré leur environnement en exil, la RPA ne s'est pas tue. Elle s'est plutôt reconstituée et a repris les émissions et la présentation du journal. Et cela tous les jours. Et d'abord, s'appelait Humura, et pour plus tard reprendre son nom originel qui était la RPA. Donc, a plus ou moins gardé son élan de travail et le peuple a toujours suivi avec intérêt le journal, suivi toujours par tous les Burundais, indépendamment du lieu où ils sont. On voit que la RPA n'a pas fléchi, elle a continué à garder la tête hors l'eau, elle a continué à résister. Le chemin est encore long parce que la RPA est toujours en exil, mais il faut que la RPA puisse retrouver sa place dans notre société à venir au Burundi
Burundi pour que cette radio continue à être la voix des sans-voix. Ces questions d'étape, on finira par reprendre le chemin du retour dans notre pays et il faut que la RPA continue à constituer le parlement effectif du peuple burundais. La direction actuelle de la RPA permet à la population burundaise que la radio restera à l'œuvre et contribuera toujours jusqu'à ce que le pays retrouve sa stabilité. RPA. Parlons à présent gouvernance. Près de 10 milliards de francs burundais, tel est le montant qui aurait été subtilisé par la NAGESA sur le budget alloué par le gouvernement. C'est du moins ce qui transparaît après l'analyse de l'exposé fait par la commission permanente en charge des questions de l'agriculture au sein du Parlement burundais, un fait qui n'a pourtant pas capté l'attention de la dite commission et des parlementaires. Une commission qui a même osé rapporter que l'État doit plus de 9 milliards d'impayés aux fournisseurs de la NAGESA. Le point avec Josiane Mouzaneza. 145 milliards 602 millions 931 062 francs burundais, tel est le montant alloué à la NAGESA pour collecter et conserver le maïs récolté dans la seule année de 2024. Selon l'exposé de la présidente de la commission permanente chargée des questions agricoles au sein de l'Assemblée nationale, cette somme a été utilisée dans l'achat du maïs, les médicaments permettant la bonne conservation, le paiement du personnel, l'achat du carburant et des balances, ainsi que dans la location des hangars de stock. Selon la dite commission, le constat a été que les dépenses ont largement dépassé les prévisions, et cela du fait que certains matériels ont été renouvelés car endommagés. À un certain moment, les stocks communaux et ceux des zones ont été débordés et il a fallu déplacer ce surplus vers les hangars dits régionaux. Cette relocalisation a coûté 2 milliards 100 millions 955 312 francs burundais. Il y a aussi des sacs qui ont été remplacés car usés pour diverses raisons. La somme utilisée pour l'achat de ces sacs est de 1 milliard 551 millions 934 775 francs burundais. Ils nous ont alors dit que le total des dépenses était de 134 milliards 910 millions 354 642 francs burundais. Quant au solde disponible sur les comptes de la BRB au 16 novembre 2024, il était de 16 872 613 francs burundais. Nul besoin d'être économiste ou faire des études poussées pour se rendre compte des anomalies contenues dans ce rapport. Tenez, la commission confirme que le gouvernement a octroyé plus de 145 milliards de francs burundais à la NAGESA. Il a également confirmé que le montant total dépensé est de près de 135 milliards. Ici, nous faisons abstraction d'un autre montant de près de 10 millions de francs burundais mis dans la colonne des dépenses, car constituant les frais de retenue bancaire. Mais qu'à cela ne tienne, même en supposant que ces 10 millions ont été retenus par la BRB, il devrait rester 10 milliards 72 millions 772 745 francs burundais. Pourtant, la commission permanente a déclaré qu'il ne restait en tout et pour tout que 16 872 613 francs burundais. Et la question à se poser est la suivante: où sont partis ces plus de 10 milliards de francs burundais? Mais comme le ridicule ne tue pas, la dite commission ne s'est pas attardée sur ce manquant pourtant énorme et est même allée jusqu'à dire que la NAGESA doit une somme faramineuse de plus de 9 milliards de francs burundais à certains de ses fournisseurs, et parmi eux se trouvent ceux qui ont loué les hangars à cette institution étatique. Pourtant, ces frais de location de hangars avaient été comptabilisés dans les dépenses effectuées et mentionnées dans le rapport de la dite commission. La NAGESA doit encore de l'argent aux particuliers. Sachez, honorable, que selon leur dire, ils doivent 9 milliards 851 millions 183 657 francs burundais à certains propriétaires qui leur louent des hangars de stock et aux autres créanciers qui leur ont fourni du matériel. 51 183 657. Un autre montant sans trace est celui issu de la récente vente du maïs, estimé à plus de 40% de la récolte. Dans nos éditions ultérieures, nous entrerons en détail de ce rapport pour vous montrer les contradictions et irréalités y exposées, des faits prouvant qu'il y a eu gestion désastreuse et détournement de fonds
par la NAGESA. Merci Josiane Mouzanez. L'association de lutte contre le chômage et la torture condamne des actes de torture et d'injustice fondés sur l'ethnie que les responsables de l'Office pour le développement du café du Burundi appliquent 608 travailleurs saisonniers, chefs des usines. Dans une lettre adressée au président de la République ce 4 mars 2025, Lali Chota demande au président d'Aïchimiye de suspendre le recrutement qu'elle qualifie abusif en cours lancé par l'ODK et de rétablir dans leurs droits ces travailleurs saisonniers, chefs des usines. Le contenu de cette lettre avec David Claude Bananayo. Selon cette association de lutte contre le chômage et la torture, les accusations de l'ODK contre les 108 travailleurs saisonnières chefs des usines sont fausses. Selon les enquêtes menées par cette association, c'est un manœuvre dilatoire fondée sur l'exclu de quelques ethnies. Vise un communiqué du 3 mars 2025 qui portait à la connaissance de tous les candidats présélectionnés et a soumis leur candidature au poste des travailleurs saisonnières pour le remplacement des chefs d'usine irréguliers. Et quand test était prévu ce mardi 4 mars 2025, un autre communiqué avait été sorti par l'Office pour le développement du café du Burundi, sans préciser les postes à pourvoir dans le but de cacher la vérité et la torture fondée sur l'exclu de quelques ethnies, que les responsables hiérarchiques de l'ODK avec le soutien de l'idéologie négative de l'un des conseillers de la présidence de la République du Burundi. Cette association ne comprend pas que tous les 108 travailleurs saisonniers chefs d'usine sont des irréguliers alors que l'article 87 du Code du travail du Burundi stipule que est considéré comme travailleur saisonnier tout travailleur engagé pour la durée nécessaire à la réalisation d'un travail saisonnier par nature. Il a un contrat de travail à durée déterminée. Le travailleur saisonnier bénéficie d'une priorité d'embauche saisonnière après 3 engagements réguliers chez le même employeur. L'intention d'alerte pour cette association, les 108 travailleurs saisonniers chefs d'usine en cours de remplacement étaient régulièrement travailleurs chez l'ODK pendant 5 ans. Cette association demande au président de la République de suspendre le recrutement abusif en cours lancé par l'ODK afin d'analyser les causes profondes de renvoyer massivement tous les travailleurs saisonniers chefs d'usine. Il demande également au président de la République d'éviter que l'ODK tombe en faillite suite aux décisions intentionnelles des responsables et rétablir dans leurs droits les travailleurs saisonniers chefs d'usine victimes d'injustice et de torture ethnique. Merci David Claude Bananayo. Il y a grogne au sein des patients qui souffrent de maladies chroniques suite au manque et à la cherté des médicaments qui leur sont prescrits. Une situation qui fait que la plupart d'entre eux, la santé se détériore faute de moyens pour pouvoir acheter des médicaments devenus très chers. Le point avec Nadège, il a causé. Certains habitants de la ville de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA disent, j'ouvre les guillemets, sincèrement les Burundais, nous sommes très fatigués. Les patients ou les personnes qui ont des membres de famille qui sont malades, nous ne savons plus à quel sens se vouer car les prix des médicaments ne cessent de grimper alors que nous n'avons pas de moyens pour s'en procurer. Nous sommes dans la peine, je ferme les guillemets. Selon toujours ces habitants, les patients qui souffrent de maladies chroniques, qui nécessitent la prise continuelle de médicaments, disent qu'ils sont en difficulté car beaucoup de médicaments qu'ils doivent prendre ne sont plus pris en charge par la mutuelle, donc qu'ils sont obligés de les acheter à 100% alors qu'ils coûtent très cher ou encore qu'ils ne sont pas disponibles dans les pharmacies. Ici, ces habitants donnent l'exemple d'un médicament appelé Omix pour le traitement de la maladie de la prostate qui auparavant se vendait à 108 000 francs burundais, mais qu'actuellement il s'achète à 128 000 francs, c'est-à-dire qu'il s'est ajouté une somme de 20 000 francs. Même les personnes qui ont des patients souffrant de maladies psychiques ont des difficultés pour se procurer des médicaments qui leur sont prescrits par les médecins, car ils ne sont plus couverts par la mutuelle. À présent, ils achètent ces médicaments à des prix exorbitants. À titre illustratif, le médicament appelé Gamalat, qui aide ces patients à retrouver la mémoire, une seule boîte de 20 comprimés s'achète à 50 000 francs et le patient doit prendre 3 boîtes de Gamalat par mois, ce qui veut dire qu'ils doivent payer 150 000 francs chaque mois pour s'en procurer, une somme très exorbitante que les citoyens
qui vivent actuellement dans une pauvreté sans nom ne peuvent pas avoir, ce qui fait que leur santé se détériore lorsqu'ils n'ont pas pu acheter ces médicaments. À cet effet, ils demandent au gouvernement du Burundi de résoudre ce problème qui hante les citoyens. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Et en page société, intempéries dimanche, en commune Nega, province Kirundo, des champs et plusieurs maisons de différentes collines ont été détruites. Les agriculteurs victimes de ces intempéries demandent aux administratifs de leur venir en aide. Plus de détails avec Hervé Niouhire. C'était dimanche soir, car la pluie mêlée de la grêle est tombée en commune Nega sur les 14 collines de la zone Nega et 3 autres de la zone Murungurira. Selon notre source, c'est sur les collines Monge, Kigina, Sousa, Gisitwe, Munzenzi et Gitwenzi que les champs de haricots, maïs, manioc et 8 maisons ont été détruits. Ces citoyens affirment que la grêle a orchestré plusieurs dégâts. Pour ceux qui ont récemment installé les charpents et les ont envolés, la pluie était mêlée du vent très fort. Ça faisait longtemps qu'elle ne pleuvait pas. La grêle a détruit plusieurs choses. Elle a abîmé 2 haricots qui étaient déjà poussés. Les champs de sorgho sont méconnaissables. Je ne sais si on aura la récolte des maniocs. Les gens se préparent pour le moisson du riz, mais les champs ont été détruits. Les habitants de ces collines de zone Nega et Murungurira sont en situation difficile alors qu'ils apprêtaient à récolter leurs champs. Ils demandent de l'aide à toute âme charitable. Aucun bienfaiteur n'est déjà venu en aide aux citoyens. Ils sont dans des conditions déplorables. Ils aimeraient qu'il y ait des gens pour les aider, mais apparemment les administratifs ne s'en soucient pas. Ils n'ont pas d'espoir. Cette grêle qui a détruit des champs dans différentes collines de la commune Nega était encore remarquée jusque dans mi-journée de ce lundi. La rédaction de la RPA n'a pas encore joindre Pierre Claver Bazabugabo, l'administrateur de la commune Nega, pour qu'il s'exprime à ce sujet. RPA. Plus de 125 sites touristiques au Burundi demeurent inexploités, un véritable potentiel inexploité qui attend d'être valorisé. Malgré un patrimoine naturel et culturel exceptionnel, ces sites restent largement sous-utilisés, freinant ainsi le développement d'un secteur touristique à fort potentiel économique pour le pays. Le point avec Digne Karondo. Le Burundi, doté d'un patrimoine naturel et culturel remarquable, abrite plus de 250 sites touristiques, parmi eux des chutes de Kalila, le lac Tanganyika, la source du Nil, les tambours sanctuaires d'Ogishora et de nombreux parcs nationaux. Pourtant, plus de la moitié de ces trésors restent largement inexploités. Cette sous-exploitation du secteur est due à une combinaison de facteurs complexes. Les experts pointent notamment un manque d'investissement dans les infrastructures, une promotion inefficace et la difficulté d'accès à certains sites comme le rocher de Livingstone et Stanley à Rumonge, la pierre Gisabo à Gitega et bien d'autres. De surcroît, l'insécurité dans certaines régions reste un obstacle majeur, décourageant ainsi les initiatives touristiques et limitant l'attractivité du pays pour les investisseurs étranges. Le Burundi n'est pas seul face à ces défis. Dans des pays voisins comme le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie, le tourisme est devenu un véritable moteur économique. Le Rwanda, par exemple, a misé sur un écotourisme structuré avec des parcs nationaux comme celui des volcans mondialement connus pour leurs gorilles de montagne. L'Ouganda a su exploiter ses safaris et ses réserves naturelles, attirant chaque année des milliers de visiteurs. Quant à la Tanzanie, elle bénéficie d'une renommée mondiale, notamment grâce au Serengeti et au mont Kilimanjaro. En 2024, lors d'une conférence organisée par la faculté d'économie de l'Université du Burundi, Niyonzima Bruce, directeur général de Visite Burundi, a révélé que le Burundi génère 20 millions de dollars par an grâce au tourisme. En comparaison, le Rwanda enregistre 660 millions de dollars, tandis que l'État tanzanien a généré 4 milliards de dollars en recettes touristiques. Des agences de tourisme privées ont émergé au Burundi. Toutefois, elles font face à un obstacle majeur. Les sites touristiques ne sont pas exploités, ce qui freine leur développement et limite l'attraction de visiteurs.
peur. Merci à toi, Digne Karondo. Et les enfants réfugiés fuyant la guerre vivent avec la peur, source de troubles psychologiques. En commune de Gombo de la province du Bitoké, des mineurs congolais non accompagnés montrent déjà des signes de traumatisme. Selon l'UNICEF, un expert insiste sur un accueil bienveillant pour limiter l'impact des épreuves vécues. Eric Nyonzima. Arrivé au Burundi après avoir fui les violences en République démocratique du Congo, de nombreux enfants réfugiés non accompagnés souffrent de troubles psychologiques liés à leur parcours, séparés de leurs parents ou ayant assisté à leur mort. Ils vivent dans l'angoisse permanente, craignant pour leur propre survie. Certains ont vu leurs parents être tués sous leurs yeux. Ils développent alors une peur constante de la mort et une profonde détresse émotionnelle, explique un psychologue qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité. Il souligne que les plus jeunes, bien qu'ils ne comprennent pas toujours la situation, grandissent dans un climat de peur et d'insécurité affective. Sans prise en charge adaptée, ces enfants risquent de sombrer dans la dépression, l'isolement ou le rejet de toute forme d'aide. Le psychologue fait savoir que certains refusent de manger, d'autres abandonnent l'école ou s'enferment dans un mutisme inquiétant. Au sein de la communauté locale, les réactions varient. Si certains habitants les soutiennent, d'autres craignent qu'ils deviennent une charge. De leur côté, ces enfants peuvent percevoir leur nouvel environnement comme hostile, assimilant l'inconnu au danger qu'ils ont fui. Le psychologue insiste sur l'urgence d'un accompagnement spécialisé. Il exhorte à offrir à ces enfants un cadre sécurisé, à les encourager à jouer, à les protéger d'une exposition continue au récit de guerre et à leur permettre d'exprimer leur vécu par la parole ou le décès. Ces interventions, selon lui, sont essentielles pour limiter l'impact de traumatisme et prévenir des séquelles durables. Merci Eric Nyonzima. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce mercredi 5 mars 2025, la synergie des médias RPA, Ijuya Banyagihugu, Inzamba Agateka Kawe et la télévision Renaissance revient sur la loi numéro 1/21 du 4 octobre 2018 portant stabilisation permanente et interdiction de la divagation des animaux domestiques et de basse-cour au Burundi. Une loi qui visiblement ne présente pas encore de valeur ajoutée. Pour la synergie des médias, le mini-magazine de ce mercredi est présenté par Danny Claire. Il la trouve. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Banyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis le 4 octobre 2021, il a été interdit à tous les éleveurs de vaches dans tout le pays de faire paître leur bétail sur les collines. Les éleveurs doivent depuis garder et nourrir leurs troupeaux à l'étable. C'était le début de la mise en application de la loi numéro 1/21 du 4 octobre 2018 portant stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de basse-cour au Burundi. Cette loi a été une des lois les plus décriées par les éleveurs à travers tout le pays. Mais quel est jusque-là le degré de la mise en application de cette loi? Quelle est l'appréciation des éleveurs par rapport aux effets de cette loi? L'Assemblée législative qui a voté cette loi est-elle satisfaite? Qu'en est-il de l'exécutif qui l'a proposé? Telles sont quelques questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses en interrogeant quelques éleveurs, mais aussi en nous basant sur les interventions de certains élus du peuple et du ministre ayant l'agriculture et l'élevage lors de la séance de questions orales du 27 février dernier. L'émission Au cœur de la société de ce mercredi vous sera présentée par Danny Claire Ilatkoumva. Bienvenue. C'est depuis maintenant à peu près de 4 ans que la loi relative à la stabilisation permanente est en vigueur. Cependant, selon certains éleveurs, cette loi n'a pas été bien préparée ou a manqué de suivi. Nos confrères de la radio Inzamba Agateka Kawe se sont entretenus avec quelques éleveurs. Ils précisent même que cette mesure est observée différemment par les éleveurs selon de classes sociales. La décision de la stabilisation permanente en soi était bonne parce que c'était pour prévenir les animaux des maladies qui étaient ramassées ici et là. Et quand cette décision aurait été mise en pratique, les éleveurs auraient eu
beaucoup de fumier pour fertiliser leurs champs. Mais parce que les éleveurs n'étaient pas préparés pour chercher de quoi à donner à leur bétail, cette décision n'a pas été mise en pratique convenablement. D'où on observait donc ceux qui gardent le troupeau sur les terrains, le propriétaire ou bien donc ceux qui ont donc du pouvoir, donc qui ne sont pas à mesure d'être punis, donc essaient de garder le troupeau dans les plantations des autres ou bien dans les terrains des autres. Mais cela ne manque pas des inconvénients aussi parce que quand on élève en famille, on trouve des difficultés parce que le pâturage n'y est pas et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de force pour nourrir ce bétail, mais aussi on ne peut pas nier que les travailleurs quand il va chercher de la paille, de la nourriture, de ces bovins et ovins, il les cherche dans les champs, dans les cultures de la population, ou parfois il porte même une partie des cultures de la population. La décision de l'État pour pratiquer l'élevage dans l'étape était une bonne décision, car ça a enlevé les conflits entre les éleveurs et les cultivateurs. De plus, on reçoit du fumier dans un délai plus bref. Mais le problème est que cette décision touche surtout aux bas peuples. Mais pour les dirigeants, cette décision ne les touche pas. L'Assemblée nationale avait adopté le projet de loi relative à la stabilisation permanente en date du 16 août 2018 pour entrer en vigueur le 4 octobre 2021. Près de 4 ans, les députés ne sont pas satisfaits. Ils demandent l'évaluation de cette loi. L'honorable Bizimungu Simon estime que les éleveurs ont été délaissés. Nos confrères de la télévision Renaissance ont suivi la séance première du 27 février dernier où le ministre ayant l'agriculture était un des deux invités pour des questions orales. Monsieur le ministre, ce ne serait pas me tromper si je disais que vous avez abandonné les éleveurs. Avec la loi numéro 1 par 21 du 4 octobre 2018 portant stabilisation permanente, il y a des mesures que le gouvernement devait prendre dans le cadre de sa mise en application. Certaines n'ont pas été mises en place. C'est pourquoi je propose une évaluation, son évaluation. Voir si la mesure apportée de valeur ajoutée ou qu'elle constitue plutôt un obstacle. n'ibiri bwirizwa bitaje gutuma abarundi tworoherwa mu bijanye no korora hagira icyokorwa kuri cyo. Le ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions affirme qu'ils ont fait tout ce qui était à leur pouvoir, mais ils admettent qu'il y a eu quelques manquements. Je voudrais savoir si, comme gouvernement, nous avons fait ce que nous étions appelés à faire. Oui, on l'a fait. Nous avions 10 exigences que nous devrions remplir. On a fait de notre mieux, sauf là où les moyens ne le permettaient pas. Vous voulez donc que l'on prépare l'évaluation de cette loi? Oui, on pourra l'organiser. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que la loi n'est pas la seule à avoir dicté la flambée des prix des vaches, par exemple. Un grand nombre de vaches étaient achetées en Tanzanie. À l'époque, la valeur de la monnaie burundaise était presque égale à celle de la monnaie tanzanienne. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, ce qui fait que les vaches coûtent énormément cher une fois arrivées au Burundi. Et voilà, c'est sur ces propos du ministre ayant l'élevage et dans ses attributions que nous mettons un point final au mini-magazine de ce mercredi 5 mars 2025. Vous aurez entendu que la loi relative à la stabilisation permanente n'a pas encore apporté de résultats escomptés.
En Pouéké, les élus du peuple réclament une évaluation de la mesure. Au micro, vous étiez avec Dani-Claire Ilatrumva. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs, c'est ce mini magazine Au cœur de la société que nous clôturons le journal en français de ce mercredi 5 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyozima. Au revoir.